Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Lutte contre la pauvreté et le changement climatique, autant de questions au centre de la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le vice-président va représenter le chef de l'État à cette rencontre. Daniel Kablan-Duncan est à New York, aux États-Unis, depuis ce samedi. Il interviendra lors des travaux et aura une série de rencontres. C'est décidément une région fertile, le Nzi. Après le cacao, place à l'Eviaculture. Une entreprise met en exploitation 4000 hectares. Un second souffle agricole. Avec cet investissement, une opportunité d'insertion. Les jeunes qui y travaillent gagnent bien leur vie. Et puis la cohésion et la fraternité d'armes doivent prévaloir. Appel lancé par les grands commandements. Ils étaient dans les casernes pour passer ce message et ces valeurs qui caractérisent la Grande Muette. Un appel suite à un différend entre des hommes en tenue ces derniers jours. La Côte d'Ivoire présente à la 74e Assemblée générale de l'ONU. C'est le vice-président qui représente le chef de l'État à la rencontre. Daniel Kablan-Duncan est à New York. Ce samedi, il s'est envolé pour les États-Unis. Une session meublée par des rencontres de haut niveau. Les participants vont plancher sur plusieurs problématiques que les pays rencontrent. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan conduit la délégation ivoirienne. Le ministre des Affaires étrangères fait partie de cette délégation. Marcel Amontano, déjà présent aux États-Unis, prépare cet important rendez-vous des 193 États membres de l'ONU. Des détails avec Michel Digri. 5 sommets à l'agenda de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il porte entre autres sur les objectifs du développement durable, l'action sur le climat, le financement du développement, les soins de santé universels. Le ministre des Affaires étrangères multiplie les séances de travail pour une participation efficace de la Côte d'Ivoire à ces différentes rencontres. Le thème choisi cette année, c'est dynamiser les efforts multilatéraux, l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité et l'action contre le changement climatique et l'inclusion. Évidemment, ce sont des thèmes qui interpellent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire considère que le multilatéralisme est l'un des moyens privilégiés pour résoudre les crises dans le monde. Elle considère également que l'éradication de la pauvreté est quelque chose d'important. Vous savez que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire a beaucoup baissé depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. L'éducation de qualité est l'une des conditions sine qua non de l'émergence, parce que ce sont les hommes qui font le développement. Et l'action contre le changement climatique, vous savez que la Côte d'Ivoire a bien sûr ratifié son engagement par rapport au changement climatique. Et puis l'inclusion, faire en sorte que le développement profite au plus grand nombre des Ivoiriens. En marge des travaux, le ministre Marcel Amontano prépare la sortie de la Côte d'Ivoire du Conseil de sécurité en décembre prochain. Une sortie, ça se prépare. Ça se prépare par des événements pour marquer les mémoires, marquer les archives, et faire en sorte que on n'ait pas participé pour rien pendant 2 ans. Donc nous avons pris une grande initiative principale qui est de créer une plateforme des pays francophones membres du Conseil de sécurité, une plateforme de concertation sur les questions inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est nouveau et ça va marquer peut-être la présence de la Côte d'Ivoire, le passage de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. C'est l'un des événements phares de notre sortie du Conseil. C'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui conduit la délégation ivoirienne aux Nations Unies. Arrivé ce samedi à New York, il entamera dès demain dimanche une série de rencontres. La première sera un panel de haut niveau consacré aux objectifs du développement durable en Afrique. Et ici en Côte d'Ivoire, les grands commandements de l'armée, de la police et de la gendarmerie appellent au calme. Ils étaient en tournée dans les casernes, un appel suite à un différend entre forces. Ils invitent à la cohésion et à la fraternité d'armes. Abou Sanogo. Les grands commandements de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale en tournée de sensibilisation dans les casernes militaires et de police. Une tournée qui intervient suite aux incompréhensions survenues entre des militaires issus des forces spéciales et des éléments de la préfecture de police d'Abidjan. Les généraux ont invité l'ensemble des forces de police et de l'armée au calme, à la retenue et à privilégier l'intérêt de l'État. Ils les ont tous exhortés à la cohésion, à la solidarité et à la discipline. Personne ne peut comprendre que plutôt que d'être solidaires, nous soyons en train de nous bagarrer ou de faire
des palabres entre nous. Nous vous demandons à cet instant précis de taire les incompréhensions qui sont survenues avec vos frères d'armes, les militaires, les forces spéciales, qui sont vos frères d'armes, parce que si demain notre pays est en difficulté face à une agression quelconque, c'est ensemble, je dis bien ensemble, vous policiers, nous gendarmes, eux militaires des forces spéciales et des autres armées, que nous allons nous tenir la main pour repousser cette agression. Après la préfecture de police d'Abidjan, la forte délégation des grands commandements a mis le cap à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major de l'armée de l'air, à l'état-major de la marine nationale et au commandement des forces spéciales. Le message était le même, retrouver le chemin de la cohésion. Un incident malheureux. Il faut qu'on regarde la mission. La mission, c'est la République. La mission, c'est la population. Quand tu donnes la sécurité d'une population, c'est un sacerdoce. Celui qui est fort, c'est la République. Nous devons être solidaires pour pouvoir remplir efficacement les missions qui sont les nôtres. C'est toujours ensemble que nous allons remplir les missions de sécurité de notre pays. Les grands commandements entendent poursuivre ces rencontres afin de faire régner la cohésion et la fraternité dans toutes les casernes militaires et de police. La Côte d'Ivoire soumet son dispositif de protection des droits de l'homme à une évaluation. C'est le sens de sa participation à l'examen périodique universel. Une délégation ivoirienne prend part à la rencontre à Genève en Suisse. Le pays enregistre des progrès. Il accepte 9 recommandations, parmi lesquelles 1 relatif aux droits des femmes. De Genève, Éric Goré. 9 recommandations sur les 20 reportées viennent finalement d'être acceptées par la Côte d'Ivoire, ici à Genève. Ces recommandations portent, entre autres, sur les ratifications des conventions, la coopération internationale, au droit à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'environnement. La plupart des recommandations qui ont été adoptées ont trait aux droits de la femme et certaines au cadre normatif. Nous nous réjouissons de ce que la plupart de ces recommandations ont été acceptées par l'État de Côte d'Ivoire. Je dirais d'abord, au niveau du gouvernement, on peut apprécier les points sensibles qui ont été faites. D'abord, à travers l'acceptation de plusieurs recommandations. Le peuple ivoirien a été dignement représenté. Il y a une loi qui concerne la représentativité qui a été votée par rapport aux assemblées élues. Constatez que depuis quelques années, chaque fois qu'il y a un remaniement, il y a au moins une femme qui rentre. 11 autres recommandations sont notées, c'est-à-dire rejetées, pour la plupart contraires aux dispositions de la Constitution ivoirienne et à l'encontre des principes de la République. Parmi les recommandations qui ont été reportées, nous avons la recommandation qui concerne les peuples indigènes et tribaux. Et nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de peuples indigènes, tribaux et autochtones ou marginalisés. De 2015, il y a une gratuité partielle progressive jusqu'en 2025. Pour cette étape, la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays à faire son passage à l'examen périodique universel. Avec elle, 14 pays se sont soumis à cet examen. C'est maintenant une tradition pour la Côte d'Ivoire de se faire évaluer sur la question des droits de l'homme par l'examen périodique universel. Cette initiative des autorités ivoiriennes est la preuve du progrès notable réalisé en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il y a un progrès qui se partage en Côte d'Ivoire. Le président de la République est en visite d'État dans la région de Nzi. Un déplacement prévu cette semaine, mais avant son arrivée, les élèves couverts de biens, ils ont reçu des kits scolaires à Dimbokro. C'est la ministre Bakayoko Liramata qui a procédé à la remise officielle en présence de Jeanne Toubé. Groupe scolaire Alassane Ouattara Dimbokro. Jour de lancement officiel de la cérémonie de distribution de kits scolaires dans la région de Nzi. Les enfants étaient en première ligne à l'accueil de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue représenter Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les enfants heureux autant que leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative de Dimbokro de cet acte qui accompagne les élèves du primaire dans leur scolarisation.
La répartition est faite suivant les besoins de chaque structure qui ont été exprimés depuis l'année dernière 2018-2019. Donc les kits que nous envoyés, c'est en fonction des effectifs des élèves. Donc chaque IEP a eu le nombre de kits par rapport aux prévisions des enfants à scolariser. Les parents évidemment doivent nous aider à assurer l'encadrement. Maintenant qu'ils ont les fournitures scolaires, donc ils doivent nous aider dans les tâches quotidiennes qui sont confiées, dédiées aux enseignants. La distribution de kits scolaires touche également les enfants des établissements primaires publics des départements de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. C'est désormais une tradition qui, cette année, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Les kits constitués selon les niveaux préparatoires, élémentaires et moyens sont accompagnés de tables bancs pour combler le déficit dans plusieurs écoles de la région. 1500 tables bancs pour la région d'Unzi, 500 pour le secondaire et 1000 pour le primaire. Et également, près de 50 000 kits vont être distribués aux élèves. J'ai exhorté les enseignants, les encadreurs qui font déjà un travail remarquable pour que la région d'Uzi se positionne en tête des pelotons au niveau des examens à grand tirage. Parce que l'objectif, c'est de former des ressources humaines compétentes pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers un sketch mettant en lumière le soulagement que les kits scolaires apportent aux parents. Ils n'ont pas boudé leur bonheur d'avoir parmi eux leur maman, la ministre Liramata Bakayoko, qui les a encouragés à étudier pour leur avenir. Et l'évaculture aussi a un avenir dans la région du Nzi. 4000 hectares entre Dimbokro et Bokanda en exploitation. L'initiative est d'une société privée, ce qui donne de l'espoir aux populations. Les jeunes qui y travaillent gagnent bien leur vie. Ce projet annonce de belles perspectives d'investissement et surtout de développement de la région. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Des plantations de VA qui s'étendent à perte de vue. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire, mais à Kangrassou-Yebouebo, à 10 km de Dimbokro. C'est dans cette zone jadis réputée hostile à l'hévéaculture que la société SRCI a décidé de s'implanter. Pour implanter le VA sur n'importe quel sol, il faudrait faire des études. Ici, par exemple, la pluviométrie est différente du sud. Donc, il suffit de suivre la pluviométrie. La plante s'adapte et puis ça marche. Sur ce site, ce sont 500 hectares de VA qui sont mis en exploitation. La société exploite au total 4000 hectares dans le département de Dimbokro et Bokanda. Le pari était qu'on voulait d'abord avoir les grandes surfaces. Vous voyez, nos champs ici, c'est minimum 300 hectares. Or, ces superficies, on ne peut pas les voir en zone forestière. Donc, il fallait venir d'ici, où on a des grandes superficies. Et vraiment, la population aussi a quitté la région. Aller à Soubré ou autre, la Côte d'Ivoire. Or ici, avec ces grandes superficies, nous avons d'abord fait l'étude du terrain, ensuite fait l'agriculture. Un investissement qui contribue à la lutte contre la migration des jeunes vers d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Par rapport à nos jeunes qui allaient, et aujourd'hui d'autres sont encore sceptiques, se disent est-ce que ça va réussir? Si vous voyez, d'autres ne veulent pas travailler, se disaient que ce projet-là, ça va prendre un coup. Parce qu'on ne pense pas réussir. Aujourd'hui, quand d'autres arrivent, qui ont fait au moins 2 ans, 3 ans à l'extérieur, hors de leur zone, quand ils arrivent, ils sont étonnés. La société a employé jusqu'à 500 personnes dans ses débuts. Tous ou presque sont originaires des villages environnants. Des jeunes qui sortent ainsi de la précarité. Depuis que l'usine Lutexi est tombée, vraiment, l'avènement de ce projet, en tout cas, nous a fait changer de cas de vie. Personnellement, je tire le chapeau à cette structure parce que dans la région, personne n'y croyait que les VA allaient réussir. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Ça nous a permis, nous autres jeunes qui sommes sur place, à ne pas se promener, aller dans basse-côte de ville en ville, de village en village. Avant, je partais en ville pour être servante. Et puis, dès que je suis arrivée ici, j'ai arrêté ce côté-là parce que je vois que c'est mieux d'être ici. Parce que j'arrive à pouvoir mes besoins, j'arrive à scolariser mes enfants et puis m'occuper de ma petite famille. À la tête de cet investissement à Dimbokro, Sosten Kofi, l'homme d'affaires, ne veut pas dormir sur ses lauriers. Pour la région d'Inzi,
il rêve encore plus grand. Notre projet est sur 3 phases. La première phase, c'est l'investissement dans notre propre plantation, exploitation agricole. Et à la suite de cela, nous allons implanter une usine de conditionnement et de transformation pour l'exploitation. Et la 3e phase, ça sera de participer au développement économique en aidant des villageois qui aimeraient vraiment s'investir dans l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la phase de plantation villageoise. Premier boc du cacao en Côte d'Ivoire, la région d'Unzi se cherche un autre leader agricole. Outre les VA, la société a investi dans d'autres spéculations agricoles comme l'anacarde, le manioc ou le riz. L'État poursuit l'indemnisation des victimes des crises que le pays a connues. Sa compassion exprimée par la remise de chèques aux victimes et ayant droit. Ceux de l'Ouest ont reçu ce geste de l'émissaire du gouvernement. C'était à Guitrozon. Ils sont au total 212 bénéficiaires. Le reportage de FW. 212 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire indemnisées à Guitrozon, localité du département de Diokwe. Ces victimes sont issues des régions du Guémon, du Cavali et du Tonkwe. Sur les 212, 170 ayant droit de personnes décédées ont reçu chacun un chèque d'1 million de francs CFA et 42 blessés ont reçu un chèque de 150 000 francs CFA plus un bon de prise en charge médicale et ou psychologique. Les victimes, tout en appréciant la solidarité et le réconfort du gouvernement à leur endroit, prennent le pardon. Si l'État a eu l'idée quand même de venir aider les parents des victimes, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est rien que c'est la paix. Il faut pardonner, quel que soit le dégât était déjà causé, mais il faut pardonner pour qu'on continue de vivre ensemble. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté renchérit et invite toutes les populations à tirer les leçons du passé. Nous sommes aujourd'hui à Guitrozon, chargés de beaucoup de symboles. Le message principal que nous passons à nos parents de Guitrozon, mais également pour toutes les localités de Côte d'Ivoire, la guerre doit s'arrêter pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit passer à la phase de développement. À chaque crise, il y a des morts. À chaque crise, il y a des morts. Et chaque mort est une mort de trop qui retarde le développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous demandons pardon à toutes les victimes. Nous souhaitons également que les victimes puissent pardonner pour passer à une autre phase du développement de notre pays, qui est la phase de réconciliation. Sur les 212 victimes indemnisées ce jour, 51 sont des Guitrozon. De l'Ouest, on part à présent pour le nord du pays. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité et certains de ses partenaires sont en action à Ouangolo. Ils ont offert une maison à Makoa Ouattara. Cette veuve qui avait à sa charge ses 9 enfants après le décès de son époux, une bouffée d'oxygène pour elle, comme on le voit dans ce reportage de Kader Sogodogo. Makoa Ouattara, bientôt la cinquantaine, laisse couler des larmes. Cela arrive lorsqu'on reçoit du réconfort. Veuve avec 9 orphelins et 5 petits-enfants, au décès du père de famille, les jours, les mois et les années sombres ne sont plus à compter et à décrire. Dans sa détresse, elle va solliciter l'aide de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, dont le champ d'action touche les veuves et les orphelins. Cette ONG et ses partenaires vont ainsi bâtir une résidence au nom de la veuve au quartier Djedougou, à Ouangolo-Dougou. Elle était logée dans une cuisine. L'ONG est venue faire le constat et par la suite a décidé de lui offrir un toit, d'où ce que nous voyons aujourd'hui. Étant donc abandonné, recueilli par un tuteur anonyme, nous sommes venus voir sa condition de vie. Nous avons compris qu'il fallait lui trouver une maison. Nous avons pris les images, envoyé ces images à nos partenaires. Ils ont décidé que très rapidement, qu'on lui fasse une maison. Et c'est ainsi qu'on lui a offert une maison de 2 pièces. Être chez soi, débarrassé des incertitudes d'une nuit difficile, plombé par la crainte du lendemain, amène à reprendre espoir. En ce moment précis, débute la reconnaissance à ceux qui ont répondu aux cris de détresse. Merci à l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour sa promptitude. L'ONG, grâce à ses partenaires, intervient partout en Côte d'Ivoire. Son mode de fonctionnement est clair. Nous appuyons sur des autorités locales, sur les chefs religieux,
dans des localités que nous parcourons. Et avec eux, nous avons une liste qui est dressée. Ce n'est qu'après cette liste que nous vérifions effectivement si ces veuves existent et sont réellement dans les cas les plus désespérés. Des actions similaires ont déjà été réalisées en faveur de plusieurs veuves et orphelins à travers le pays. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité va bientôt ouvrir un centre d'accueil du côté d'Abidjan pour le grand bonheur des veuves et des orphelins. En politique, l'AS-RHDP, Action Santé Sociale du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, lance ses activités. C'était samedi dernier à Bingerville. Ce mouvement s'est donné pour mission de mener des actions et sensibiliser les populations sur les problèmes de santé et de social. Il lance un appel aux agents de ce secteur à adhérer au RHDP. Rassembler, unir et créer une plateforme pour toutes les ressources humaines intervenant dans le secteur de la santé et du social, mener des actions et sensibiliser les populations, faire des propositions en faveur de la santé et du social. Telles sont les missions que s'est assignée l'AS-RHDP, entendez, Action Santé Sociale du RHDP. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de lancement de ce mouvement politique, avec pour particularité l'installation symbolique de Djeneba Ouattara comme présidente. Nous comptons sensibiliser la population sur les questions de santé, des questions sociales, les informer également sur tout ce que le gouvernement fait dans ces domaines-là, également leur apporter notre soutien. Nos objectifs, mobiliser tous les agents du secteur de la santé et du social pour accompagner le gouvernement dans son programme social qu'il a mis en place et permettre des résultats très positifs. Le ministre Sidiki Konaté, parrain de la manifestation, a exhorté ses filleuls à cultiver l'esprit de l'amour, du rassemblement et du développement. Nous allons donc vers tous les secteurs qui s'organisent déjà dans ce sens pour que nos responsables et militants RHDP qui sont dans ces différents secteurs puissent donc s'organiser pour en tout cas travailler intensément afin de faire en sorte que les idéaux du RHDP puissent avoir de bons échos dans leurs organisations. Les membres de l'AS-RHDP sont du secteur de la santé et du social. Ils disent être rassemblés et unis dans le but d'apporter leur contribution au programme social du gouvernement et de venir en aide aux populations pour vivre ensemble dans le bien-être. L'actualité politique, c'est aussi ce rassemblement de la JFPI. La jeunesse du Front populaire ivoirien est en congrès extraordinaire. C'est le renouvellement des instances. Demain, un nouveau président sera élu. Le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, appelle à l'union. Alexis Ouedraogo. Premier congrès extraordinaire de la jeunesse du Front populaire ivoirien ce samedi. Placé sous le thème « Une jeunesse dynamique pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 », la rencontre verra dimanche l'élection du nouveau secrétaire général national en remplacement de Konaté navigué en poste depuis 2001. Le président sortant de la jeunesse du parti s'est dit heureux du renouvellement de l'instance. Il n'a pas manqué de saluer le président du parti. Le temps est arrivé où nous devons, malgré nos divergences, nous lever au-dessus de nos contingences pour créer une véritable force alternative à notre société. C'est de cette façon et de cette unique façon que nous pourrons nous réhabiliter. Car faute de cela, dans la chaîne générationnelle, les générations futures ne comprendront pas comment et pourquoi la nôtre a pu canoniser l'histoire telle que léguée comme héritage. Invité au pupitre des allocutions, Pascal Affi-N'Guessan n'a pas manqué de se prononcer sur l'actualité politique, rappelant la force du dialogue qui permet aujourd'hui au FPI de siéger à la commission électorale indépendante dans sa nouvelle formule. Il a signifié l'importance du rassemblement. Pour être une jeunesse dynamique, pour être la force spéciale, pour être l'unité d'élite du parti, la JFPI doit se donner une nouvelle direction, une nouvelle organisation, une nouvelle mentalité. Sa mission sera de faire gagner le FPI en 2020. Pascal Affi-N'Guessan appelle la jeunesse du FPI à l'unité et à l'amour du travail. Notons que 3 candidats sont en liste pour la présidence de la jeunesse du FPI, Honora Djanoué, Ferdinand Lia et Guillaume Vavi.
Place à présent à la culture. Variétoscope, fin de l'édition 2019. L'émission de vacances de la RTI a connu son apothéose hier au Palais de la Culture de Treichville. Les Étoiles du Guemont enlèvent le trophée. 5 groupes étaient en lice. Le public est venu massivement s'égayer après 4 manches éliminatoires. Jean-Marc Diadji et Sationaïo. Palais de la Culture de Treichville. Les lampions s'éteignent sur la finale 2019 de Variétoscope, l'émission phare de ces vacances. Mais avant, au coup d'envoi, 5 groupes sur 16 empruntent le sprint final de la compétition. Dalal de Bon, Achikadui Danyama, l'Étoile du Guemont, Bademafla, Samatigila et le Waraba de Grand Bassam. En régie, l'équipe de production du NG10 veille au grain et est à la tâche. Chez le danseur, acteur et narrateur de chaque groupe, on s'affronte dans le respect des règles. Belle initiative de la RTI. Félicitations au directeur de la RTI. Félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, participaient au retour de Variétoscope. Non, je pense que c'est la jeunesse ivoirienne qui gagne. C'est une belle compétition. Vous voyez, les jeunes sont contents. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le public en liesse ne boude pas son plaisir devant la chorégraphie endiablée et les interprétations de faits historiques. Après une âpre compétition, les Étoiles du Guemont, à l'unanimité du jury et du public, sortent vainqueurs de l'épreuve. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui qu'on puisse avoir ce trophée. Dire merci au président du conseil général du Guemont, en l'occurrence M. Seredo, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cette loutage. Ce retour de Variétoscope, 10 ans après, est apprécié par les personnalités. On voit une compétition de très grande qualité, avec des groupes bien préparés. Et nous voyons ne serait-ce que les faits historiques, les narrateurs, la chorégraphie. Vraiment, c'est du grand art. Je voudrais profiter pour dire que Variétoscope, c'est la chaîne de génération. C'est la RTI d'il y a quelques années, c'est la RTI d'aujourd'hui, c'est la RTI de demain. Vous savez l'attachement que le Premier ministre personnellement a pour cette jeunesse. D'ailleurs, c'est cette raison qui l'a motivé à accepter donc de parrainer cette activité. Et ensuite, Variétoscope, c'est aussi une plateforme qui permet de célébrer l'excellence. Et le Premier ministre estime que l'excellence doit être au cœur de toutes les actions, mais surtout au cœur des initiatives de cette jeunesse. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a offert plus de 10 millions de francs CFA aux compétiteurs. En plus de cette somme, il a remis une ambulance aux Étoiles du Guemont, vainqueur de l'épreuve 2019 de Variétoscope. Fin du Dakar Festival, un événement culturel qui fait la promotion des cultures d'Ida et Gaudier, danse du terroir, gastronomie, jeux et autres rencontres entre fils de la diaspora. Cette 9e édition du Dakar Festival a permis de parler de cohésion sociale et de brassage des peuples. Franck Wadio. C'est autour des valeurs du Wallon, l'amour langue d'Ida, que s'est déroulée la 9e édition du festival Djaka dans la ville de Divo, la capitale du Lodjibois. Venons ici et chantons l'hymne de l'amour, parce que cette année c'est l'édition de l'amour. Parce que si vous vivez ensemble et que vous ne vous aimez pas, c'est comme si vous ne vivez pas ensemble. Et nous voulons que dans la région, que les uns et les autres se mettent ensemble dans l'amour, la fraternité, pour que nous puissions tous aller au développement. Le Djaka, ou encore la Joie, festival des agricultures des peuples d'Ida, Gaudier, Ega, Avikam, Aïzi, Neyo et leurs alliés venus dans le nom les Achans. Le tchikra et autres mets culinaires sont mis en avant. De même, le costume, téné. La tenue typique d'Ida à base à d'écorce, le filet et la hotte, symbole traditionnel de la pratique sociologique des Dida Gaudier. Il y a aussi les inévitables danses du terroir. Le commissaire général Alessandra Drama-Johnsis a pour sa part salué l'apport des participants venus de la diaspora
mais surtout le soutien du maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, parrain, et celui du président du conseil régional de l'Odibois, Zapa Kobena Roulant. Sur 4 jours, tradition et modernité, le Diaka a été pleinement vécu. Je fais la promotion du pagne raffia, qui est le pagne du terroir Dida. Vous savez, le Dida, il est un peu timide et caché. Et le Diaka Festival nous fait connaître en principe. Donc moi, je pense que c'est bienvenu. Le Diaka, c'est notre culture. Aujourd'hui, je suis fier à ce que ça arrive parce que si ce n'est pas revenu, je crois que ça va se perdre. Diaka Festival, l'édition 2020, la 10e, aura lieu dans le mois d'août à Divo. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.